circulaire Colombe, réforme de l'asile et de l'immigration, ça bouge. C'est concernant les droits ou pas les droits de certain nombre de personnes qui cherchent à vivre tout simplement ou fuir les guerres, etc., etc. Pour nous de parler de ces deux textes, on a exactement Célia da Costa Cruz, co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes. Célia, bonjour. Bonjour Arthur Silva, bonjour à toutes et tous. Alors, avant de parler de ces questions-là, très importantes, et que ça fait bouger les associations, d'ailleurs, il y a même une requête en Conseil d'État pour demander l'annulation, tout en partie de la circulaire Colombe. Cette tribune qui a été publiée, maintenant c'est devenu une pétition non à ceux qui voudraient instrumentaliser, l'histoire de l'immigration portugaise. Je pense que vous voulez réagir à ça. Oui, j'ai vu que vous l'avez co-signé. En tout cas, je tiens vraiment à remercier tous les signataires qui ont écrit ça, parce que là, on assiste vraiment depuis quelques années à une instrumentalisation de l'histoire de l'immigration du Portugal, et on utilise les immigrés portugais pour faire comme s'il y avait des bons et des mauvais élèves, en niant les conditions qui ont amené les Portugais à immigrer, les conditions d'accueil des Portugais, et puis surtout la période économique sur laquelle il y a eu cette immigration, parce qu'on était en plein 30 glorieuses. Donc je remercie en tout cas toutes ces personnes d'avoir réhabilité notre histoire. Alors vous-même, vous êtes d'origine portugaise, et justement, je sais même pas quel mot je peux utiliser, un genre de les Portugais sont très bien, ils sont des travailleurs, c'est des gens très honnêtes, très très calmes, etc. Il y a un certain nombre de clichés, comme si ça nous rabaisserait finalement les Portugais, non? Oui, c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment. Moi-même qui suis de deuxième génération, je l'entends énormément. Et énormément, notamment dans mes entretiens d'embauche, quand on me dit que les Portugais sont travailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'on est en train de nier déjà qu'on était en pleine période des 30 glorieuses, que lorsque les Portugais sont arrivés, on leur donnait des papiers, pour la plupart. On leur disait également où aller travailler, qu'il y a eu des bidonvilles, certes, mais avec des améliorations, accès à l'eau, électricité qui est amené. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions, parce que l'immigration portugaise, bien qu'on fuit une dictature, était considérée comme une immigration économique. Là, on est vraiment sur les réfugiés, et il est dommage d'utiliser cette mémoire et cette histoire, de la transformer pour finalement stigmatiser tous les migrants arabes. Faut dire ce qui est, parce qu'on se retrouve avec une discrimination vers ceux qui n'ont pas de religion chrétienne ou ceux qui n'ont pas une couleur de peau blanche. Alors, revenons à l'actualité directe. Bon, ça fait partie de l'actualité également. Alors, cette fameuse circulaire du ministre de l'Intérieur qui voudrait faire un recensement des migrants en centre d'hébergement. Oui, alors cette circulaire, il y en a eu 3 en fait, donc on s'y attendait, mais je tiens vraiment à remercier les associations qui ont saisi le Conseil d'État. Là, ce qui va se passer, c'est que des personnels de l'OFII, qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, va aller effectuer des rechangements dans ces centres afin de vraiment trier les migrants, de savoir qui est en situation régulière, qui est en situation irrégulière, et les personnes en situation régulière seront assignées à résidence, mises en rétention ou mises à la rue. Le problème, c'est que ils ne vont absolument pas tenir compte des compositions familiales. Je rappelle qu'il y a des enfants dans ces centres, qu'il y a des personnes qui attendent une régularisation pour soins. Nous avons des personnes vraiment affaiblies. Et là, pour la première fois, ils vont mettre les associations qui gèrent ces centres d'hébergement dans l'obligation de transmettre des informations confidentielles et personnelles, ce qui va contre les principes de la CNIL. Donc j'ose espérer qu'à défaut d'une décision politique correcte, le recours auprès du Conseil d'État va fonctionner. Alors, entre-temps, les associations ont été reçues par M. Édouard Philippe, le Premier ministre, et ils ont parlé aussi de la future réforme de l'asile et de l'immigration. Alors, vous êtes assez critique par rapport à cette réforme parce que ça va changer radicalement finalement la France, terre ouverte, terre d'accueil. Qu'est-ce que vous critiquez exactement dans ce projet de loi asile-immigration ?
Alors, il y a plusieurs volets que nous critiquons. Parce que donc sur le volet de l'asile, elle va réduire énormément les délais. Il faut savoir qu'en France, quand on dépose sa demande d'asile, si on le fait dans un délai supérieur à 120 jours, nous ne pouvons pas avoir les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire l'allocation pour le demandeur d'asile et éventuellement un hébergement en centre d'accueil. Ce qui permet simplement aux migrants de vivre. Donc ce délai est aujourd'hui de 120 jours, on va le réduire à 90 jours. Étant donné qu'il y a déjà 30 jours d'attente entre le moment où on prend le rendez-vous et le moment où on a son rendez-vous, c'est extrêmement réduit. On voit vraiment que la logique, c'est une réduction de coûts, une réduction des droits et pas une réduction du temps de la procédure. En ce qui concerne l'appel auprès de la CNDA, donc quand les gens sont rejetés en première à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ils peuvent faire appel à la CNDA, qui est la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai est d'1 mois. Il va être réduit à 15 jours. Vous imaginez bien que cette réduction est très problématique parce que les 3/4 des personnes ne parlent pas français, n'ont pas accès à un suivi social qui est digne de ce nom. Donc il va falloir qu'elles comprennent déjà qu'est-ce qu'une notification, qu'ils ont la possibilité de faire ce recours et en plus pouvoir le faire dans ces 15 jours. Donc ça permettra simplement de débouter des personnes sans leur donner accès à leurs droits. On va avoir également un aménagement du caractère suspensif de ce recours. Donc des personnes qui seront à la fois demandeurs d'asile vont recevoir des obligations de quitter le territoire, ce qui est absolument scandaleux parce qu'on ne va même pas laisser les personnes exercer leurs droits. Je rappelle que l'asile est un droit au sens de la Convention de Genève. Après, il y a tout un deuxième volet sur la réduction des régularisations pour soins. Ils ont annoncé qu'ils voulaient faire un passeport santé pour les personnes solvables. Et là, on comprend bien tout le problème, c'est qu'ils vont soigner des personnes, mais des personnes qui ont les moyens de payer. Donc on est en train de privatiser la santé, alors que des personnes se sont battues en France pour que ce soit un droit accessible à toutes et tous. Mmh. Là-dessus, il y a également une prévision des échanges d'informations entre l'OFII et les associations. Donc là, on est en train de demander aux associations qui ont le couteau sous la gorge parce qu'on les menace de baisse de subventions. On va leur demander de transmettre des informations confidentielles envers les migrants, aider finalement l'État à assigner à résidence, en mettre en centre de rétention et à terme à renvoyer dans leur pays des personnes qui pourtant sont menacées. Il va y avoir une augmentation du délai de rétention, une assignation à résidence. Toutes ces choses-là prouvent bien qu'on n'est pas du tout dans les objectifs cités par l'État, qui est de redonner sa pleine portée au droit d'asile. Non, on est vraiment sur une logique, c'est réduire les migrants en France et à défaut leurs droits. Mais il y a un tri aussi. On dirait que le gouvernement il veut faire un tri par rapport aux bons et mauvais migrants. Oui, déjà cela c'est en fait l'asile est une porte ouverte pour finalement toutes les personnes qui souhaitent venir en France. Donc là, ce que veut faire le gouvernement, c'est trier entre ceux qui viennent pour des raisons économiques et des raisons d'asile. Mais sauf qu'ils s'y prennent très très mal. Ils vont notamment utiliser la liste de l'OFPRA concernant les pays sûrs, parce qu'il faut savoir que l'OFPRA a décidé que certains pays étaient considérés comme sûrs. Donc les personnes qui viennent de ces pays sont placées en procédure accélérée et non pas en procédure normale, donc ils vont voir leur procédure plus rapidement être traitée et ces personnes auront possibilité également d'avoir une obligation de quitter le territoire lorsqu'elles font leur recours auprès de la CNDA. Vous voyez bien que c'est très dangereux. Il faut savoir que avant que Forum Réfugiés accède à l'organisme qui établissait cette liste, l'État a décidé d'ajouter 3 pays supplémentaires sur cette liste. Donc on voit bien ce tri à la fois qui se fait sur des statuts administratifs, légalement et illégalement en France, mais également sur notre état d'origine. Et on ne peut absolument pas tolérer ça parce que ça relève tout simplement de la discrimination. Alors, dans une interview qui a été publiée aujourd'hui par Le Parisien, le ministre de l'Intérieur dit « pas question de changer d'orientation ». Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors moi, il y a quelque chose qui me fait très peur, c'est que, je vais vous donner un exemple, il y a quelques années, une des associations qui accueillait les migrants acceptait de garder les personnes déboutées au sein de leur structure. L'État a dit, dans ces cas-là, nous ne finançons plus toute la partie de ces chambres-là.
l'association a bien dû finir par se plier parce que ces associations sont totalement dépendantes des subventions étatiques. Donc j'admire le travail des associations qui est vraiment en train de combler, qui est un véritable palliatif à l'action de l'État, mais il faut savoir que ces associations malheureusement ont une limite qui est cette menace de suppression des subventions. Donc là, au-delà de l'indignation et de l'action des associations pour lutter contre cette politique, il faut vraiment une prise de conscience citoyenne pour arriver à ce que ça ne passe pas. Et Gérard Collomb a dit qu'il n'y aura pas de changement de cap. J'ai l'impression que la majorité, La République En Marche, n'est pas très à l'aise en ce qui concerne cette future réforme et que vraiment il y a possibilité, par la mobilisation citoyenne, d'arriver à un changement de cap. Donc, vous partez du principe que les députés République En Marche ne sont pas des députés godillots? Pardon, excusez-moi, je vous ai mal entendu. Vous partez du principe que les députés de la République En Marche ne sont pas des députés godillots? Écoutez, j'ose espérer que petit à petit, ils ont des combats qu'ils défendent et qu'ils se sont engagés par véritable conviction. Après, certes, il y a eu des couacs qui peuvent être dus à énormément de choses, que ce soit des convictions ou malheureusement un temps pour s'adapter. Mais oui, là, quand on interroge, on voit bien que les députés En Marche sont mal à l'aise face à cette situation. Et s'ils sont mal à l'aise, c'est qu'ils voient toute la discrimination, toute l'inhumanité derrière le discours en surface que nous donne Gérard Collomb. Alors, il y a très peu de mouvements. Bon, il y a vous, jeune écologiste, que vous avez réagi à la circulaire, au projet de loi asile-immigration. Mais les politiques, les autres partis de gauche, on les entend pas beaucoup sur ces sujets. Alors, les autres partis de gauche, en fait, je pense qu'ils se reposent beaucoup sur l'associatif. Et on a quand même une indignation, Europe Écologie Les Verts est très actif en ce qui concerne cette thématique-là. D'ailleurs, on a nous organisons un forum le week-end prochain, les jeunes écologistes, sur le thème des migrations. On a énormément d'élus régionaux, la sénatrice Esther Benbassa qui viendra nous parler justement de leur combat au quotidien pour ça. Ils sont à la région Île-de-France, vous savez qu'ils sont épaulés par le mouvement Génération. Et j'ai l'impression que ce combat est partagé. Après, évidemment, l'actualité étant ce qu'elle est, il est difficile d'être audible sur tous les sujets. Mais je ne doute pas que lorsque la réforme sera soumise au vote de l'Assemblée nationale, tous les députés, tous les sénateurs dits de gauche seront mobilisés. Oui, c'est vrai, parce qu'on a au moins 2 sujets d'actualité, le lait contaminé et également les ordonnances. Ça y est, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont engouffrées déjà dans la brèche, je peux utiliser l'expression, pour licencier. Oui, on a bien vu. C'est drôle de voir comment une ordonnance qui était censée créer du travail crée en fait finalement du chômage. Donc on avait dénoncé ça, les jeunes écologistes, on avait bien expliqué que la flexibilité n'était absolument pas une possibilité, n'était pas la solution pour créer de l'emploi, qu'il fallait au contraire un investissement de la part de l'État vers justement toute cette transition dont on a tant besoin. Alors, oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Oui, donc là, évidemment, se passe finalement ce qu'on a dénoncé. Donc, j'ose espérer que le gouvernement en tirera les conclusions et aura une véritable action de lutte contre le chômage et qui n'est pas celle de la flexibilité qui n'a pas fait ses preuves depuis 30 ans. Alors, à propos de conclusion, Notre-Dame-des-Landes. Hier matin, opération de charme de la part du Premier ministre Édouard Philippe, qui est allé d'ailleurs à Notre-Dame-des-Landes, est allé aussi jusqu'à Nantes. Finalement, le gouvernement annonce qu'une décision sera prise avant la fin du mois. Apparemment, la décision a été prise parce qu'on voit pas comment est-ce que M. Macron va aller contre un certain nombre de choses, surtout contre un genre de référendum qui a été fait dans la région. Vous êtes optimiste au sujet de la construction du Notre-Dame-des-Landes? Alors, les écologistes, nous, on espère évidemment que Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Pour connaître un petit peu le langage politique, quand La République En Marche dit tout d'un coup découvrir la possibilité d'un réaménagement de l'aéroport existant,
on ose espérer que ça aille dans le bon sens et qu'ils aient finalement compris, après moult et moult expertise et expertise, que ce projet n'est tout simplement pas viable. Donc oui, j'ose espérer que ça aille dans ce sens-là. On attend la confirmation avec impatience. Donc ça serait bon pour le climat. Ça serait bon pour le climat, en effet, puisqu'on a bien vu que le projet d'aéroport déjà est un projet court-termiste, puisque les énergies fossiles doivent rester dans le sol, comme le dit l'accord de Paris. Hulot a même dit que les énergies fossiles étaient un problème et pas la solution. Donc investir dans un aéroport, on voit bien que ce n'est absolument pas quelque chose de viable sur le long terme, qu'il y aura une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, que Notre-Dame-des-Landes est sur une zone humide, qu'il y aura une disparition des terres agricoles. Donc évidemment, cette décision serait une excellente nouvelle pour la lutte contre le réchauffement climatique. Serlia da Costa Cruz, je rappelle, le co-secrétaire fédéral des jeunes écologistes. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci et à bientôt.